Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 23 mai et à la une de cette édition J-3 avant les élections européennes dans les territoires ultramarins. Après des élections 2014 où le département a affiché un taux de participation de 33%, la population se questionne sur le rôle que pourrait jouer l'Union européenne à Mayotte. Que fait l'Europe pour notre territoire? Comment expliquer le faible intérêt de la part de la population? La parole est au Mahorais avec ce sujet signé Jaïdi Maoulida. Au montage, Leslie Vumenet. L'ouverture des bureaux de vote approche à grands pas. Les élections européennes, c'est pour ce week-end. Et les Mahorais se demandent déjà quel impact ce scrutin peut avoir pour le développement de l'île. Je pense pas que l'Europe puisse apporter grand-chose à Mayotte. C'est plus aux Mahorais de faire évoluer la situation ici. Parce que chaque fois qu'il y a des ennuis, comme les tremblements de terre, les différents conflits qu'on a pu voir, à chaque fois l'État a mis pas mal de temps pour réagir. L'Europe déjà a beaucoup fait de démarches sur l'île. Déjà par rapport aux barges, nouvelles barges, les contrats de travail, nos routes, l'aéroport, le port. Bah oui, je pense que l'Europe a beaucoup d'avantages ici et surtout pour les Mahorais. Lazima domana wahime tuangalie tongozo maana Europe yavani tongo nyingi zavani beoka sufuye wangalia ta warambia zikweli zalala munhu wao. Un manque de communication qui pourrait expliquer le fort taux d'abstention des électeurs mahorais lors des élections européennes. Avec près de 67% d'abstention aux précédentes élections, la population ne semble pas être emballée par l'Europe. Ils ne votent pas parce que pour eux, ils disent ça ne vaut rien pour ici. Ils n'ont pas besoin d'Europe. Je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui ne votent pas, puisqu'on ne peut plus faire confiance aux politiques, puisqu'on voit qu'ils sont là vraiment que pour leur carrière. En tout cas, ceux qui sont au pouvoir en ce moment. Il faudrait qu'on puisse savoir déjà l'Europe, ce que c'est, et surtout les enjeux, et aussi ce qu'il peut apporter, en bien ou en mal. Malgré ce désintéressement chez certains, d'autres accordent beaucoup d'importance à ce vote. Ainsi, les Mahorais qui se rendront aux urnes appellent leurs concitoyens à les accompagner dans cette démarche. Une démarche dans l'intérêt de tous. Venez voter les Mahorais. Il n'y a que ça qui va nous faire avancer à ce titre. Il ne faut pas croire qu'il y a la France. C'est pas vrai. C'est n'a voté maintenant même quasi même Faransa donc il y a obligé c'est n'a voté mobile. On s'est mis entre plus en soit Mahorais risquer même tout la vote. Alors moi je vais aller voter parce qu'il y a des gens qui sont morts pour ça. Donc je pense que il est très important de faire son devoir de citoyen. 78 475 électeurs sont inscrits sur les listes à Mayotte. 175 bureaux de vote seront ouverts ce dimanche de 8h à 18h afin de choisir l'une des 34 listes de candidats. Élections européennes, toujours les 34 listes jouent leur dernière partition avant le grand bal. Du côté du parti Les Républicains, la présence d'un Mahorais dans la liste apparaît comme un atout non négligeable. Ce matin, Abdoul Doukaini était sur notre plateau afin notamment d'évoquer les raisons pour lesquelles il a choisi de s'investir personnellement. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwezi. À un moment donné, il faut aussi savoir être acteur. Voilà, dans ce monde, dans cette société, ici à Mayotte, on a plein de choses à développer ici à Mayotte. Vous savez, l'Europe, pour moi, c'est quoi? On se rappelle historiquement, je parle, 1870, il y a eu la guerre entre l'Allemagne et la France. 1914, la guerre entre la France et l'Allemagne. Avec plusieurs millions de morts. En 39 également, c'est la guerre entre la France et l'Allemagne. Donc, la mission principale qui a été assignée à l'Europe, c'était quoi? C'est la paix. C'est la paix. Et jamais dans l'histoire, la paix n'a duré plus de 174 ans. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est 174 ans. Alors moi, je m'étonne qu'aujourd'hui, il y ait certains candidats peut-être que vous avez reçu ou pas, je ne sais pas, ou qui vont dans d'autres plateaux, sur d'autres ondes, qui viennent nous dire qu'il faut sortir de l'Union européenne. Mais rien que pour cela, rien que pour la paix, je pense qu'on a l'obligation à la fois morale, mais aussi physique, de rester dans l'Union européenne.
Un mot d'économie dans votre 19h et de pêche. Plus précisément, mardi, le tribunal était amené à juger une affaire de vente de poissons pêchés sur un bateau non homologué. Rien d'inhabituel à Mayotte, sauf que cette fois, les affaires maritimes ont saisi la justice. Si le verdict sera rendu le 4 juin prochain, l'affaire est symbolique à l'heure où une menace d'interdiction de naviguer plane au-dessus de nombreux pêcheurs mahorais. Le point dans ce sujet avec au montage Leslie Vimenet. L'affaire date de 2016 et est passée devant les juges mardi. À la barre Pierre Bobet, le directeur de la coopérative Copémaille, ainsi que 3 pêcheurs accusés d'avoir vendu des poissons pêchés sur des bateaux non homologués. Pour leur avocat Eric Essler, ce procès fera date au regard des problèmes d'homologation sur le territoire. Cette affaire, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'elle est symbolique, parce que c'est une affaire comme ça au tribunal correctionnel, c'est aussi la réponse de la justice à un problème qui est posé par une administration qui est là pour poser des règles. Voilà. Donc la réponse de la justice, elle est importante parce qu'elle doit prendre en considération, bien évidemment, l'infraction, s'il y en a une. En l'occurrence, il n'y en avait pas. Et c'est pas moi, l'avocat des pêcheurs, qui vais vous dire le contraire, puisque pour moi, cette infraction est inexistante. Mais si effectivement la justice pense que comme on dit, duralex, sed lex, la loi est dure, mais c'est la loi, et que l'on condamne mes clients, on va voir à quelle hauteur ils seront condamnés, puisque c'est dans ce sens-là que je dis que c'est très symbolique, parce que ça reflètera la volonté des uns et des autres d'avancer la main dans la main, on va dire. Les pêcheurs mahorais ont bien du mal à respecter les normes imposées par la France, mais également par l'Europe, qui ne sont pas adaptés aux réalités du département. Il faut savoir que depuis que Mayotte est une région ultra-périphérique, des textes assez draconiens viennent encadrer la pêche. Mayotte, c'est très particulier puisque il y a une pêche qui est ancestrale avec traditionnelle. Et puis je vous donne un exemple simple, mais bon, la nécessité aujourd'hui, l'obligation de passer un permis bateau, un permis côtier pour pouvoir sans dépasser une certaine limite, etc. Ça n'a jamais existé pendant des années et des années. Et puis aujourd'hui, on dit aux pêcheurs, maintenant, si vous voulez aller sur le lagon, il faut aller passer le permis. Le permis, c'est la maîtrise parfaite du français pour pouvoir répondre aux questions, sinon on l'a jamais. Donc vous avez des gens qui ont des difficultés pas possibles pour passer le permis. Un simple problème comme ça peut avoir des conséquences très importantes sur le monde de la pêche. Autre problème et non des moindres pour les professionnels de la pêche, ceux-là même qui font les lois n'hésitent pas à vendre une partie de nos eaux territoriales, forçant les pêcheurs à aller toujours plus loin pour pratiquer leur activité dans les règles. Bien évidemment, mais là, si vous voulez, on dépasse la dimension locale et la gestion de la pêche localement. Ce sont des décisions politiques internationales qui posent le problème de la carte de pêche, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a ça a des conséquences sur nos petits pêcheurs, bien évidemment, et des petits pêcheurs des fois qui vont très loin pour pouvoir qui prennent des risques, effectivement, pour pouvoir assurer leur activité professionnelle correctement. Tout ça est évidemment discutable, et j'espère que ce sera discuté, puisqu'il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises qui n'ont pas toujours été acceptées, en tout cas qui ne sont pas très populaires, oui, bien évidemment. Des décisions politiques qui mènent la vie dure aux pêcheurs. D'ici 2021, la législation européenne s'appliquera pleinement et si aucune adaptation n'est autorisée, la plupart des bateaux de pêcheurs à Mayotte se retrouveront interdits de naviguer, avec les conséquences économiques que cela entraînerait. Place à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Ségolène Thomas, chargée de mission à 10 Micro Business. Madame, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ici ce soir pour évoquer les portes ouvertes de l'ADI, prévues ce lundi. Le thème cette année qui a été choisi, c'est la deuxième campagne de l'ADI en 2019, c'est non au gâchis des talents. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là, le gâchis des talents ? Alors, en effet, cette deuxième campagne, car la première s'est tenue en janvier, vise à pouvoir, encore une fois, défendre l'idée que chacun peut
s'il est bien accompagné et s'il a accès au crédit, devenir entrepreneur, quels que soient ses moyens financiers, quel que soit son réseau, quels que soient ses diplômes. Et donc, l'idée de mettre encore un coup de projecteur sur la création d'entreprises et sur l'idée de lever les barrières à la création d'entreprises, nous organisons avec nos partenaires cette campagne le lundi 3 juin. Alors comment on lève les barrières justement ? On a parlé de barrières justement dans le précédent sujet, avec les problèmes que rencontrent les pêcheurs, mais c'est aussi vrai dans d'autres domaines d'activité. Comment on lève ces barrières ? Comment vous accompagnez les porteurs de projets ? Alors au quotidien, il s'agit effectivement de pouvoir rassurer les personnes qui sont porteuses d'un projet de création d'entreprise, qui des fois ont une idée, ont un talent, mais n'osent pas se lancer à cause d'une part du manque de confiance en soi. Alors pour ça, on est là avec nos partenaires pour les accompagner et les rassurer, mais également en fournissant un accompagnement, de la formation professionnelle et en essayant de rendre simple, accessible et intelligible ce qui peut paraître complexe, à savoir les process de création, les formalités administratives, les études de marché, comment calculer un budget. Donc toutes ces dimensions liées à la création d'entreprise, nous accompagnons les porteurs de projets et les créateurs pour rendre leur travail plus simple. Combien de Mahorais aujourd'hui font appel à l'ADI justement pour créer leur entreprise ? Vous avez quelques chiffres pour qu'on comprenne un peu l'importance aussi de cette association aujourd'hui sur le territoire ? Alors l'ADI est présente sur le territoire de Mayotte depuis plus de 20 ans. En 20 ans, c'est plus de 10 000 entrepreneurs que nous avons accompagnés et financés. Pour vous donner une idée, l'année dernière, donc bien qu'il s'agissait d'une année complexe du fait de la crise notamment, c'est plus de 1000 entrepreneurs accompagnés et financés que nous avons du coup soutenus tout au long de l'année. Qu'en est-il des taux de réussite ? Parce que c'est aussi ça la grande question. Se lancer, c'est une chose, durer, c'en est une autre. Alors effectivement, c'est un point d'honneur sur lequel nous mettons tout en œuvre, notamment dans le cadre de notre accompagnement post-création, à savoir donc accompagner une fois que les personnes ont créé leur entreprise pour le développement ou dès qu'ils peuvent rencontrer des difficultés pour les aider à les surmonter. Donc en termes de chiffres, on a un taux d'insertion par exemple professionnel de plus de 84%, c'est-à-dire que les personnes qui sont passées par l'ADI à 84% sont en situation d'emploi. 8 personnes sur 10 Exactement. sont encore en situation d'emploi après avoir fait appel à l'ADI, au service de l'ADI. Et ce qui est intéressant également, c'est que 3 ans après avoir créé leur entreprise avec l'accompagnement de l'ADI, on constate que 75% des entreprises sont encore en activité et fonctionnent. Donc, on a des chiffres sur justement ceux qui emploient en plus d'effectivement d'être en activité eux, et qui ont pu aussi employer, c'est-à-dire créer de l'emploi sur le territoire. Alors effectivement, on mène régulièrement tous les 3 ans une étude d'impact qui nous permet justement de constater ces différents indicateurs. Alors pour la création d'emplois, il y a effectivement une part des entreprises qui ont la possibilité à terme d'embaucher des salariés. Donc c'est aussi générer de l'activité sur l'île de Mayotte dans tous les secteurs que nous accompagnons. Parlons de ces portes ouvertes qui auront lieu lundi, on rappelle, à Chirongui, Chiconi, Dzoumogné, Kaweni, dans vos 4 agences. Comment ça va se passer, cette journée portes ouvertes ? À qui aussi se destine ce type d'événement ? Alors, le but de cette journée est effectivement de permettre aux personnes qui ont un projet de création d'entreprise ou qui souhaitent s'informer tout simplement sur l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est, comment se lancer, mais évidemment aussi aux chefs d'entreprise en activité qui souhaitent développer leur entreprise. Ils peuvent venir donc dans l'ensemble de nos agences qui seront ouvertes toute la journée, où nous serons en présence de nos partenaires, les chambres consulaires, la BGE, un cabinet mahorais de conseil, ou Djerébou ou encore Créa Pépite. Et l'idée est de pouvoir proposer ensemble, au sein des agences, des réponses à l'ensemble des personnes qui viendront nous solliciter autour de la création d'entreprise pour les aider justement à se lancer et dépasser les idées reçues autour de la création d'entreprise. Il y aura des animations, comment ça va se dérouler ? On parle d'animation, c'est vrai que ça paraît toujours flou le concept. Comment ça va se passer dans le cadre de l'accompagnement et justement du microcrédit ? Alors, effectivement, donc c'est des événements qui ont lieu aussi bien à Mayotte, mais dans l'ensemble de notre réseau, c'est-à-dire à l'échelle nationale. C'est plus de 200 événements qui auront lieu pour promouvoir et lutter contre le gâchis des talents. Et au sein de nos agences, l'idée sera de pouvoir organiser des ateliers collectifs d'information, de sensibilisation et par exemple aussi bien sur comment justement créer son entreprise, les premiers pas de la création. C'est des événements qui généralement attirent beaucoup de monde, notamment grâce au partenariat avec Pôle emploi. Et donc c'est l'occasion de pouvoir sensibiliser
en même temps, de manière collective, un nombre important de personnes qui seraient intéressées par la création d'entreprises. On en parlait dans le sujet précédent, les freins justement. Est-ce que vous avez aussi ce rôle-là, à savoir ce rôle d'accompagnement sur les personnes qui viennent vous voir et vous disent moi j'ai un problème avec la loi, ça ne fonctionne pas, je ne suis pas dans les règles, comment je peux faire ? On parle bien entendu d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs qui ont fait appel à vous dans un premier temps. Est-ce que justement ce pan-là, il est aussi intégré par l'ADI ? Oui, effectivement. Donc, pour permettre aux personnes qui sont en activité mais qui souhaitent la formaliser, on propose évidemment des dispositifs de formation. Je pense notamment à la formation Je deviens entrepreneur que nous avons lancée en septembre 2018 et qui vise à accompagner et à former les personnes en les certifiant gratuitement s'ils ont suivi l'ensemble du cursus pour finaliser leur projet de création d'entreprise et donc avoir un projet non seulement bien finalisé mais qui puisse répondre aux obligations légales, réglementaires une fois qu'ils se seront immatriculés auprès des chambres relatives. On refait un petit point, on rappelle les dates à ne pas manquer et les différents rendez-vous ce lundi dans vos 4 agences sur l'île. Alors effectivement, ce sera le lundi 3 juin de 8h à 15h30 dans l'ensemble de nos agences de l'ADI, à Kaweni, à Dzumonier, à Chikoni et à Chirangi avec l'ensemble de nos partenaires. Merci beaucoup Ségolène Thomas d'avoir accepté notre invitation. On sera présent lundi pour suivre ces journées portes ouvertes de l'ADI. Merci à vous. À la suite de la découverte du volcan sous-marin la semaine dernière, plusieurs questions se posent sur les risques qu'encourt notre lagon. Augmentation de la température de l'eau, danger pour les espèces, risques sismiques. Les experts sont déjà à l'œuvre afin d'évaluer les risques pour la faune et la flore marine. Paul Arthur Avit est parti chercher des réponses aux questions liées à l'apparition d'un tel phénomène. Reportage. À la suite de la découverte du volcan sous-marin la semaine dernière par la mission scientifique, plusieurs questions se posent sur les risques pour le lagon de l'île aux Parfums. Du fait de sa distance, le risque pour le lagon apparaît quasiment nul. Néanmoins, le risque sismique est toujours d'actualité. Dans l'immédiat, les seuls impacts qu'on ait pu enregistrer, c'est les séismes, les tremblements de terre consécutifs vraisemblablement aux éruptions qui ont construit ce volcan. Pour l'instant, ces séismes qui se limitent presque tous à moins de 5 sur l'échelle de Richter, c'est quand même supportable et ça n'a pas créé de gros dommages matériels. Des dommages sur le bâtiment mahorais, mais aussi sur les fonds marins. Fabrice Petit, plongeur depuis 3 ans, a pu constater les dégâts au micro de nos confrères d'Antenne Réunion. On a des sites de plongée qu'on faisait couramment, qu'on fait quasiment plus. Notamment à Bambo, là-bas, sur l'île au Bambo, il y avait 2 gros rochers qui remontaient. Et donc ça fait un joli canyon au milieu. Le canyon est complètement bouché entre les deux. Pareil, par bloc de calcaire, tas, coraux. En fait, ça fait un amoncellement qui fait 1 mètre, 1,50 m de haut. Donc c'est beaucoup moins joli qu'avant, donc on n'y va plus. Des dégâts sur les bâtiments et visibles sur les fonds marins, mais qui ne sont pas inquiétants quand on compare l'activité sismique de Mayotte à celle présente dans d'autres grandes villes du monde. Il peut y avoir des risques, ça c'est certain, mais il est clair aussi qu'il y a bien d'autres régions dans le monde qui se trouvent sur des zones volcaniques autrement plus préoccupantes que celles où on se trouve aujourd'hui. Au Japon, en Indonésie, en Californie, vous avez des zones fréquentes de séismes qui sont beaucoup plus dramatiques. Et périodiquement, il y a des catastrophes dans ces régions-là. Il est pour l'instant beaucoup plus confortable d'habiter Mamoudzou que Tokyo ou San Francisco. En résumé, pas de risque visible pour l'instant pour notre magnifique lagon, mais il faudrait malgré tout que les infrastructures mahoraises soient mises aux normes sismiques pour éviter de futurs accidents en cas de secousses plus fortes. Les craintes face au cristal, un élève poignardé au lycée de Coconi ou encore la polémique autour des travaux à la barge. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce jeudi 23 mai. Présente à la Réunion en Guyane ou encore dans les Caraïbes, la drogue communément appelée cristal a des conséquences dévastatrices sur les consommateurs. Surnommée glacier à Mayotte, elle se consomme de différentes manières, mais après seulement 4 à 5 prises, la plupart des consommateurs deviennent dépendants.
Les effets sont dangereux, intenses et rapides. Après un flash extrêmement agréable de quelques minutes, un sentiment d'euphorie s'installe et peut durer de 4 à 12 heures. Le cristal provoque des réactions d'agressivité, des épisodes de violence, d'anxiété, de confusion et des insomnies. À Mayotte, des situations rapportées montrent que le produit est déjà là. Selon le directeur des douanes à Mayotte, personne n'a cependant été interpellé pour tentative d'introduction du produit sur le territoire. Il faut dire que cette drogue est indétectable par les chiens. Une fois consommé, le produit disparaît et devient là encore indétectable. Les autorités locales vont donc devoir redoubler de vigilance pour que ce fléau ne soit pas massivement introduit sur le 101e département de France. Au mois d'octobre dernier, le lycée de Coconi a une nouvelle fois été au cœur de l'actualité suite au droit de retrait des personnels. En cause, l'agression de 2 d'entre eux sur un des sites de l'établissement. Des groupes de travail avaient alors été constitués pour élaborer des propositions concrètes concernant les mesures de sécurité à mettre en place. Les personnels demandaient des rondes régulières, des gendarmes sur les sites, un portail sécurisé avec vérification de l'identité des personnes entrant dans l'établissement ou encore la mise en place d'une clôture intégrale et sécurisée du lycée. Depuis, les violences semblaient avoir cessé, mais hier matin, un élève a été violemment agressé dans l'enceinte de l'établissement. 3 individus se sont introduits dans le lycée pour dérober des effets personnels aux élèves. L'un d'eux ayant résisté, il a été poignardé et rapidement transféré au CHM. Personnel et élèves sont donc en droit de retrait et réclament des mesures sécuritaires drastiques avant de reprendre les cours. Les travaux d'aménagement des quais de barge touchent à leur fin. Ces 3 mois de travaux auront coûté la modique somme de 1 million d'euros, une somme qui suscite aujourd'hui la polémique, puisque selon Mohamed Amissi, le chef du projet Caribus, 2 voies de bus supplémentaires vont entraîner la destruction intégrale des aménagements fraîchement terminés. Pour lui, il s'agit d'un gaspillage d'argent public. Du côté du conseil départemental, le son de cloche est tout autre. Hakim Madi, l'actuel chef de chantier, assure que tout cela a été prévu et budgété au départ. En effet, à court terme, le but est de désengorger la sortie de la barge au niveau du camion rouge. Dans un futur proche, les accès à la barge ne se feront plus au niveau du 5-5, avec des conséquences qui devraient être positives pour la circulation aux heures de pointe. Voilà néanmoins de quoi alimenter une vive polémique qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Chaque année, l'Agence régionale du livre et de la lecture et le vice-rectorat de Mayotte organisent la venue d'un auteur ou d'un dessinateur. Une invitation qui répond à une condition, que l'un des ouvrages ait été retenu dans le cadre du concours B des Îles. Cette année, les élèves ultramarins du secondaire ont souhaité récompenser l'ouvrage « Mort par la France » de Nicolas Otero. Le dessinateur est à ce titre en tournée au sein des établissements scolaires sur l'ensemble du territoire. Alors quel accueil les élèves ont-ils réservé à ce professionnel de la BD? Quelle surprise le dessinateur leur réserve-t-il en retour? Un reportage signé Marion Tellier. Il est en ce moment en tournée dans 19 établissements de l'île aux Lagons dans le cadre du concours B des Îles. C'est son album Mort pour la France qui lui a cette année valu le prix de meilleure bande dessinée récente, un prix discerné tous les ans par les élèves du secondaire des Outre-mer. C'est un album qui raconte le massacre de tirailleurs sénégalais le 1er décembre 1944 au camp de Thiaroye, c'est dans la banlieue de Dakar. Des soldats qui s'étaient battus pour la France, qui avaient été emprisonnés dans des camps après, qui ont été rapatriés à Dakar, et au moment de leur payer leur solde de démobilisation, etc., l'armée française a simulé une mutinerie, enfin a argumenté une mutinerie pour en fait leur tirer dessus. Et donc on a travaillé avec une historienne, on a été amené à aller sur place aussi avec mon scénariste pour enquêter, et pour en fait se rendre compte que la version officielle est loin d'être la vérité. Jusqu'à demain, ce seront près de 200 élèves qui auront le privilège de découvrir le travail du dessinateur, une activité qu'il exerce à titre professionnel depuis 2002. Ces rencontres sont donc l'objet de découvertes, mais aussi de moments de partage avec des jeunes générations réceptives et volontaires. Cette présentation était bien préparée et j'ai bien aimé dessiner avec le monsieur Otero. On lui a posé des questions d'abord, après il a commencé à dessiner sur le tableau et nous aussi on a dessiné. Pas le temps de se reposer pour ce professionnel de la BD. Avec 23 albums parus à son actif, Nicolas Otero compte cette année poursuivre ses travaux avec un projet de reconstitution des attentats ayant eu lieu au Bataclan le 13 novembre 2015. Pour l'heure, le dessinateur poursuivra ses interventions au sein de collèges et lycées avant de s'envoler pour la métropole ce samedi. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale.
Excellente soirée sur Coésie.